Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier sur le Google Formulaire. Donc, ce matin, on va être ensemble jusqu'à 11h55. Puis, j'ai un petit plan pour vous, plan de l'atelier. Je vais commencer par une brève introduction. Je vais me présenter, puis je vais vous présenter aussi les objectifs de l'atelier. Ensuite de ça, je vais vous présenter une interface de Google, de l'outil Google Formulaire en direct. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est pas nécessaire de prendre beaucoup de notes parce que j'ai bâti le document support de mon atelier puis je l'ai mis disponible dans le Moodle de la journée pédagogique. Donc, vous pourrez vous l'imprimer si vous voulez. Puis j'ai mis des saisies d'écran aussi de tout ce dont je vais vous parler. Fait que je le dis parce que des fois, il y en a qui prennent beaucoup de notes, mais il y a beaucoup d'informations qui est à l'intérieur du document. Donc, on va être 20 minutes, une présentation de l'interface. Ensuite de ça, on va faire un exercice pratique d'utilisation de Google Forms. C'est pour ça que je vous ai demandé, en entrant chacune, de prendre un Chromebook. On va travailler avec le Chromebook. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais travaillé avec le Chromebook, inquiétez-vous pas, c'est pas très complexe. Puis, je vais être là, je vais circuler pendant l'atelier pour vous aider aux besoins, là, sans problème. Ensuite de ça, je vais vous parler, on va faire une petite parenthèse sur les modules complémentaires dans Google Forms. Qu'est-ce que c'est des modules complémentaires, puis qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire. Puis on va conclure, puis je vais répondre à vos questions si vous avez des questions. Ça va? Donc, introduction, présentation et objectifs. Bon, en introduction, j'ai tout simplement copié le résumé de l'atelier d'aujourd'hui tel que vous l'avez vu quand vous avez fait votre choix d'atelier. Donc, on va prendre le temps de le regarder ensemble. J'ai mis en rouge les mots sur lesquels je veux attirer votre attention parce que c'est sur ces thématiques-là aujourd'hui qu'on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc, venez découvrir les possibilités qu'offre l'outil Google Forms. Apprenez comment démarrer avec l'outil, notamment par la création d'un premier sondage. Donc, on va créer un premier sondage ce matin. Comment utiliser des modules complémentaires? Je vais vous expliquer, je vais vous lister à peu près une dizaine de modules complémentaires. On n'aura probablement pas le temps de les essayer ensemble ce matin, mais je vais quand même vous expliquer chacun des modules, qu'est-ce qu'il fait. Puis par la suite, vous allez pouvoir les expérimenter à votre retour au bureau, qui vont vous permettre de sauver du temps. Comment convertir un sondage en questionnaire? Ça, c'est un petit peu plus intéressant pour les enseignants et enseignantes. Donc, on peut utiliser Google Formulaire depuis quelques mois pour faire des questionnaires avec possibilité de rétroaction, puis notation aussi instantanée pour les étudiants. Donc, ils peuvent avoir une note quand ils ont complété leur sondage automatiquement à la fin. Je vais vous montrer comment on fait ça. Puis, j'ai mis un exemple, jeu questionnaire interactif, mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple, là, des contextes que vous avez dans votre quotidien, puis vous dites, ah, ça me prendrait un outil qui me permet de faire un sondage, puis que les étudiants peuvent avoir tout de suite une rétroaction. Bien, Google Forms permet de le faire. Donc, bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais là, je pense que tout le monde me connaît pas mal, là. En fait, je pense qu'il y avait une enseignante que j'avais jamais vue, mais sinon... Donc, moi, je suis technopédagogue depuis 3 ans au service des technologies du Cégep de Rimouski. Donc, mon travail, c'est d'accompagner les enseignants principalement dans l'intégration des TIC en classe, en département. C'est très, très, très vaste. Je travaille aussi au développement de la FAD au Cégep. Je suis en charge de différents dossiers dans le service des technologies. On a des équipes de travail, on avance des projets. Donc, voilà, très résumé. Mes passions. J'ai mis, je fais différents sports. Je pratique natation, course, vélo, gym, snowboard. Endroits visités, j'ai visité la Californie, l'Espagne l'an dernier, très belle région, et la côte est américaine. Puis, j'adore le vin et les bonnes bouffes. Donc, on continue avec les objectifs. Aujourd'hui, j'ai comme 2 grands objectifs pour vous, dont j'aimerais qu'on passe assez en détail. Le premier, c'est découvrir l'interface de Google Formulaire puis aussi l'expérimenter. Donc, je vais commencer par vous montrer des choses, puis par la suite, je vais vous demander de fabriquer votre premier Google Form ou peut-être pas le premier s'il y en a qui sont déjà habiles avec l'outil. Puis, comme deuxième objectif, je vais vous faire découvrir des modules complémentaires puis comprendre surtout l'utilité que ça peut avoir pour vous, notamment pour vous sauver du temps puis automatiser des petites actions quand on traite des données dans des Google Forms ou quand on s'apprête à lancer un sondage. Puis il y a des choses qu'on doit devoir faire manuellement autant de fois qu'il y a de répondants, par exemple, qui vont compléter notre questionnaire. Les modules complémentaires sont là pour nous sauver du temps.
Puis pour automatiser ce genre d'intervention-là, pour faire en sorte qu'au lieu de passer notre temps à gérer ces choses-là, ben on fait d'autres choses qui sont plus utiles. Fait que c'est les deux grands objectifs de ce matin. Puis les utilités premières de Google Forms, c'est pour créer des enquêtes, les analyser avec votre équipe, puis effectuer tous simultanément des modifications. Ça, c'est possible parce que c'est des outils collaboratifs, comme on l'a mentionné. Fait que ça peut être quelqu'un qui est propriétaire du Google Formulaire, qui va créer l'enquête ou le sondage ou le questionnaire, puis il pourrait avoir besoin d'aide de ses collègues, soit dans son service, dans son département. C'est possible de faire ça avec Google Formulaire pour compléter l'élaboration du formulaire. Ensuite de ça, on peut gérer, ça c'est des exemples d'utilité, gérer les inscriptions liées à un événement, réaliser un sondage rapide d'opinion, créer une interrogation surprise ou bien plus. Puis j'ai mis collaboration, 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 parce que s'il y a une chose que je veux que vous retenez des outils Google ce matin, c'est que la collaboration est omniprésente à travers tous les outils Google. On s'attarde principalement à Google Forms ou Formulaire ce matin, mais c'est vrai dans tous les autres outils aussi. Donc, je vais vous présenter l'interface de Google Forms. J'ai préparé, dans le fond, les étapes, je dirais la séquence d'étapes requises pour bâtir un premier formulaire. Puis, on va les passer ensemble une par une. Puis, si vous avez des questions dans les étapes, bien, gênez-vous pas à m'interrompre, là. Ça va me faire plaisir de vous donner plus d'infos sur cette étape-là. Puis, par la suite, on va les mettre en pratique. Avec le Chromebook, on va faire ces étapes-là en créant votre formulaire. Donc, quand on veut créer un premier formulaire Google Forms, ça se passe dans notre compte Google Drive ou Google Disk, qui est disponible à l'intérieur de votre compte du Cégep de Rimouski. Donc, votre Gmail du Cégep de Rimouski. Comment on fait pour accéder à Google Disk? Est-ce que tout le monde est à l'aise pour accéder à Google Drive? Est-ce que tout le monde a au moins une fois accédé à Google Drive, à son compte Google Drive du Cégep? Non? Parfait, je vais le montrer. Donc, le chemin, il y a différentes façons possibles d'accéder à Google Drive, mais le chemin que je vais vous donner, c'est le chemin, je vous dirais, officiel qui va fonctionner, peu importe si vous êtes au cégep, à la maison, sur un ordinateur Mac, un PC, une tablette, c'est le chemin universel. Donc, on commence tout simplement par se rendre dans notre Gmail du cégep. OK. Une fois qu'on est dans notre compte Gmail du cégep, on le reconnaît là, parce qu'on a le logo Cégep de Rimouski en haut à gauche, on a le bouton des applications Google qui est situé en haut à droite, qui ressemble à un damier ou à un tic-tac-toe. Donc, c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir retrouver Google Drive ou Google Disk. Ça, ce chemin-là, il va marcher tout le temps. Peu importe où vous êtes, multi-environnement, multi-plateforme, à la maison, au travail. OK? Donc, je clique sur Disque, puis ça m'amène dans mon espace Google Disk du Cégep. Ça, c'est pour l'accès, notre point de départ. Une fois qu'on est dans Google Disk, donc, quand on veut créer un premier formulaire, on se rend dans Disque comme j'ai affiché à l'écran de gauche. On clique sur le bouton Nouveau, puis, écran tactile. Puis, on va venir dans Plus, en bas de la petite fenêtre qui apparaît, puis on va retrouver Google Formulaire dans la liste. Là, faites-le pas tout de suite parce qu'on va le faire tout à l'heure dans à peu près 20 minutes. Là, vous allez le pratiquer. Là, je veux juste vous montrer, dans le fond, la séquence d'opération, puis comment on se rend là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par la suite. J'en profite pour vous informer qu'à partir du bouton Nouveau, vous avez aussi la possibilité de créer une structure de dossier dans votre Drive ou dans votre disque. C'est à partir de ce bouton-là qu'on va faire ça en cliquant sur « Nouveau dossier ». Vous avez aussi la possibilité d'importer soit un ou plusieurs fichiers ou même d'importer des dossiers qui proviendraient d'une clé USB ou sur votre disque dur local, votre ordinateur de bureau. Si vous voudriez importer une structure de dossier, vous pouvez le faire par là aussi. Donc, il y a 90% des fonctions dans Drive qui se passent dans le bouton « Nouveau bleu ». Fait que ça, retenez ça, puis vous allez être habitué par la suite à trouver, quand on veut créer, par exemple, un nouveau Google document. Ça se trouve être c'est l'outil d'édition de texte, un peu comme Microsoft Word, mais qui est dans Drive. C'est Google Document qui est en bleu. Puis l'association est facile à faire parce que le W de Word est bleu, bien le Google Document, le logo est bleu. Quand on parle de fichier Excel dans Microsoft, c'est un espèce de X vert. Bien, là, c'est un petit carré vert Google Feuille de calcul qui est l'équivalent de Excel.
Présentation, ça, c'est l'équivalent de PowerPoint. Puis d'ailleurs, le document de présentation que j'ai fait aujourd'hui pour notre atelier, il a été bâti de A à Z avec cet outil-là. Fait que ça peut être intéressant de voir un peu les possibilités. Moi, je n'utilise plus PowerPoint, ça fait 3 ans. Toutes les formations que je donne aux enseignants, je les bâtis toutes avec Google Présentation ou Google Slide en anglais. Puis j'ai toujours réussi à faire ce que je veux avec ça. Puis ce qui est intéressant, c'est pour le partage, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai juste besoin de diffuser une adresse URL aux participants de mes formations plutôt que de générer un PDF ou de leur envoyer un PowerPoint. Puis là, si je fais une modification dans mon PowerPoint à minuit moins une, là, avant le début du cours, là, il faut que je renvoie la nouvelle version. Avec Google Slide, je vais changer quelque chose instantanément. Je n'ai pas besoin de vous renvoyer le lien parce que vous êtes toujours en lien sur ma version originale officielle. Ça, c'est un gros avantage d'utiliser. Ça, c'est vrai pour Google Slide, mais c'est vrai pour tous les outils dans Google, là. Tout est des liens web, finalement. Donc voilà, je ne vais pas plus loin que ça pour ça. Deuxième étape, une fois qu'on va choisir Google Formulaire dans notre petit menu Nouveau Plus, on va mettre en forme le formulaire. Qu'est-ce qu'on va avoir à mettre en forme? Bien, il va falloir donner un titre à notre formulaire. Ça, c'est la première étape la plus importante. Donc, ça se trouve à être ici. Ça va être comme ça visuellement. On va renommer formulaire sans titre. On va lui donner un titre. Par exemple, quiz semaine 3. Supposons qu'on se prépare à faire un quiz pour nos étudiants qu'on veut leur diffuser à la semaine 3 du cours. On donne notre titre. Puis, on peut modifier l'apparence du formulaire, changer les couleurs, ajouter une image de fond. Si on a une thématique quelconque pour notre quiz, c'est à partir du petit bouton c'est comme une palette de peinture qu'on va faire ça. Puis si vous voulez venir sélectionner une image que vous avez déjà, ça, normalement, ça va être des couleurs qui vont apparaître, mais vous avez la possibilité de venir choisir une image ici. OK? Ensuite, prochaine étape, on a donné un titre à notre formulaire, on a choisi visuellement une couleur qui s'agence bien avec ce qu'on veut faire. Bien là, c'est maintenant le temps de venir ajouter nos questions dans notre formulaire ou dans notre sondage. Cette étape-là, elle va revenir autant de fois qu'on a de questions dans le sondage. Donc là, je n'ai juste mis une. Ajouter, modifier des questions, je vous ai mis un exemple, mais supposons que ma première question, c'est une question à réponse courte. Je viendrai choisir réponse courte dans les types de questions possibles. Si j'ai une question par la suite qui serait une question de type case à cocher, donc je pourrais avoir plus d'une bonne réponse pour ma question, ce serait case à cocher, choix multiples, etc. Il y a différents types de questions possibles. C'est à vous de choisir celui qui correspond à votre question. Oui? Est-ce qu'on peut choisir réponse courte, paragraphe, le nombre de mots? Est-ce qu'on peut limiter les... Non, dans le fond, réponse courte, ce que ça fait là, principalement, c'est que ça va visuellement, quand les étudiants rempliraient le questionnaire, si vous mettez réponse courte, le champ, la largeur du champ va être à peu près ça dans le questionnaire, dans la page web, parce que c'est une page web là, qui va s'afficher pour compléter le formulaire. Tandis qu'un paragraphe, ça va vraiment mettre un gros carré de texte, puis ils vont pouvoir saisir du texte. Mais on ne peut pas déterminer la limite de texte, sauf que j'ai jamais atteint la limite, puis j'ai déjà mis beaucoup de texte. Là. Fait que je pense qu'il y a peut-être même... la limite est peut-être à plus que... T'sais, souvent, on voit 255 caractères là, dans des champs par défaut en programmation informatique, mais je pense que ça dépasse plus que ça, parce que j'ai déjà fait du copier-coller d'une réponse qui avait un gros bout de paragraphe, puis ça a rentré dans le champ. Fait qu'il s'agit juste de déterminer si c'est une petite réponse qu'on s'attend. Exemple, votre prénom. Bien, mettez pas paragraphe, votre prénom. Mettez réponse courte. Si vous attendez d'avoir une explication à une question avec plusieurs phrases, bien, prenez paragraphe dans ce cas-là. Donc, cette étape-là, on la fait autant de fois qu'on a de questions dans notre questionnaire ou notre sondage. Ici, c'est encore la suite. Pour chacune de nos questions, on a différentes options. Une fois qu'on a écrit la question, qu'on a choisi son type, on peut venir dupliquer une question à partir du petit logo ici 1, comme je vous ai mis. Fait que supposons que vous avez plusieurs fois le même pattern de questions qui revient. Le même modèle de questions, une question choix multiple, vous en avez 5 de suite, puis il y a 4 choix de réponse pour chacune des questions. Mais plutôt que de repartir de zéro puis créer à chaque fois une nouvelle question, puis de rentrer 5 choix de réponse, vous pouvez dupliquer la dernière question qui a été faite, puis ça peut vous sauver du temps. C'est pas une fonctionnalité obligatoire, c'est juste un raccourci, un truc. Pour supprimer une question, si j'ai créé une question puis que finalement je veux l'éliminer, c'est la petite poubelle, corbeille.
Pour réorganiser l'ordre des questions ou des choix de réponse, c'est directement avec les poignées de réorganisation qui apparaissent à gauche, soit de mes choix de réponse, ou en haut au centre quand c'est pour réorganiser la question au complet avec ses choix de réponse. La poignée de redimensionnement, elle est représentée par les 2 barres horizontales comme ça. Là, vous allez la voir tantôt quand vous allez créer votre premier formulaire, puis vous allez pouvoir vous amuser, si vous voulez, à déplacer vos choix de réponse ou inverser l'ordre de 2 questions pour tester ça. Ensuite de ça, ici en bas à droite, on a 3 petits points qui nous amènent aux options supplémentaires de la question. Donc, des exemples d'options supplémentaires qu'on peut donner pour une question, c'est on peut déterminer que le système va afficher aléatoirement les choix de réponse dans un ordre différent d'un étudiant à un autre. Ça peut être une des options supplémentaires désirées de l'enseignant. Fait que si vous faites un formatif, puis que vous savez que les étudiants sont côte à côte, puis que là, ils arrivent à la même question, puis ils regardent c'est quoi que l'autre répond, bien, si on brasse les données, ça peut amener un degré de difficulté supplémentaire pour faire du plagiat. OK? Sinon, on peut aussi afficher des petites bulles d'aide, des infobulles. Si vous voulez donner un truc à l'étudiant pour l'aider à trouver la bonne réponse, c'est par là aussi qu'on fait ça. Ensuite de ça, pour modifier notre formulaire, on peut ajouter un titre et une description qui n'est pas le titre du formulaire qu'on a nommé à l'étape 1, mais c'est comme une introduction au début de notre formulaire. Quand les étudiants vont rentrer ou les personnes à qui on va envoyer notre sondage, on peut venir mettre une description. Par exemple, si c'est dans le cadre d'une enquête ou d'un sondage, ce sondage a pour objectif de collecter des données par rapport à tel sujet, puis les résultats sont traités confidentiellement. Puis on va vous donner un suivi individuellement si on veut faire un retour, etc. C'est genre de, tu sais, ça peut être des consignes du questionnaire, ça peut être des recommandations d'usage. Il y a une zone dédiée à ça, si vous avez besoin de ça. Puis c'est facultatif, c'est pas obligatoire de l'alimenter, cette zone-là. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image pour votre sondage, une vidéo ou encore des sections. J'attire votre attention sur le numéro 4, les sections, parce que ça peut être intéressant quand on bâtit un formulaire, de ne pas tout avoir nos questions qui défilent dans la même page. Supposons qu'on a un questionnaire qui a 25 questions. Bien là, ça peut sembler long pour l'étudiant de défiler la page, puis tu sais que ça finit plus. Dans ce temps-là, on peut créer des sections. On pourrait créer, par exemple, 5 sections de 5 questions. Fait que ça fait en sorte que l'étudiant complète les 5 premières questions. En bas, il va avoir un bouton suivant. On peut décider aussi si on affiche une barre de progression pour donner un indicatif visuel où est-ce qu'on se positionne dans l'avancement de notre sondage. Donc, on serait, au terme des 5 premières questions, on serait à 1/5e, fait que la barre bleue d'avancement serait remplie à 1/5e de sa pleine largeur. Donc, c'est des options possibles. Les sections peuvent aussi servir dans le cas où est-ce que vous allez définir, j'appelle ça une question pivot. Supposons, on a une première question dans notre première page de formulaire, première section, puis ça dirait, bon là, je vais donner un contexte comme ça. Ça pourrait être, exemple, je fais une enquête de satisfaction des services de cafétéria des étudiants qui fréquentent la cafétéria le midi. Exemple. Première question, avez-vous une carte repas déjà de la cafétéria? Ça pourrait être ma première question. Puis moi, je le sais qu'en bâtissant mon formulaire, s'ils me répondent oui, parce que ça va être une question oui ou non, là, vous avez compris que c'est choix multiple, il y a 2 réponses possibles. S'ils me répondent oui, tout de suite, je veux aller leur faire répondre des questions que je ne donnerais pas à ceux-là qui me répondraient non. Exemple, êtes-vous satisfait de la couleur de la carte? C'est n'importe quoi, là, mais ça pourrait être ça. Ou seriez-vous en faveur que vous auriez, si vous achetez 25 $, on vous ajoute 5 $ à votre banque sur votre carte? Genre de questions comme ça. Bien, c'est avec les sections dans votre formulaire que vous allez être en mesure de faire rediriger, dépendamment quel choix de réponse va être choisi par l'étudiant, vers une ou l'autre des sections de votre formulaire. OK? Fait que les sections, ça peut être intéressant si on a ce genre de traitement-là à faire. C'est comme, dans le fond, on s'apprête à faire passer un questionnaire, mais le chemin peut être différent du début à la fin du questionnaire, dépendamment des réponses aux questions qui sont fournies. Ils vont être redirigés automatiquement ou il va falloir leur écrire sinon passer à la question? C'est ça, dans le fond, c'est si la personne qui bâtit le formulaire le programme dans l'interface, de dire que s'il répond oui, je vais l'amener à la question 8, mettons, okay. Bien, l'étudiant n'aura pas besoin lui-même de descendre. Il va être amené automatiquement à la section.
C'est ça l'objectif, oui. Pour simplifier finalement le formulaire, puis un étudiant qui n'a pas de carte de membre de la cafétéria, bien, peut-être qu'il va juste répondre à 2 questions au lieu d'en répondre à 10, exemple. En 5, partager, collaborer. Donc, une fois que notre questionnaire, notre sondage est complété, on a plusieurs questions. Ça devient intéressant de le partager. Ça peut devenir intéressant de le partager pour soit le faire réviser par des collègues, soit le faire bonifier par d'autres personnes de notre département. Donc, si on veut faire cette intervention-là, ça c'est disponible à partir du bouton en haut à droite dans Google Forms, qui est les 3 petits picots blancs. Vous allez avoir la fenêtre des paramètres de partage qui va s'afficher quand on clique sur ces picots-là. Et là, vous allez faire, en fait, on fait picot. Il va y avoir 2 petits bonhommes avec un plus. Là, on ne le voit pas ici dans le menu parce qu'il a déjà affiché la fenêtre. Là, mais avant d'afficher cette fenêtre-là, vous allez avoir à choisir partager qui est représenté par 2 petits bonhommes avec un plus. Une fois que vous choisissez cette option-là, vous avez la fenêtre des paramètres de partage qui s'affiche. Et là, ici, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'écrire les premières lettres du prénom ou du nom de famille du collègue avec qui vous voulez collaborer dans votre formulaire. Fait que vous allez voir, le système est assez puissant pour la recherche des adresses. Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse exacte de la personne à qui vous voulez le partager. On fait juste commencer à taper les premières lettres du prénom ou du nom de famille, puis généralement, il sort en premier dans les résultats. Fait qu'il s'agit de cliquer sur le bon. Puis, vous avez la possibilité de donner des droits de modification par défaut. C'est ça qu'on veut parce qu'on veut que la personne avec qui on s'apprête à le partager puisse apporter des modifications dans notre formulaire avant de faire l'envoi final au répondant. On n'est pas encore rendu à l'envoi au répondant. On est comme encore en train de travailler notre formulaire, mais avec un collègue. OK? Puis on fait envoyer le bouton bleu, puis automatiquement, notre collègue reçoit un courriel qui l'informe dans son Gmail du Cégep qu'une telle personne lui a donné accès à son formulaire en modification. Tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer sur le lien dans le courriel qu'il reçoit, puis automatiquement, il rentre dans le Google Formulaire, puis il est prêt à travailler, à le modifier, puis à collaborer. Autre étape, avant de lancer notre sondage, c'est important de savoir les différentes possibilités pour la collecte des réponses. OK? Si vous ne faites rien par défaut, vos réponses ils vont être collectées automatiquement par le système. N'ayez pas peur, là, il y a une façon qui est déjà en place, puis ça ne nécessite aucune configuration de base. Pourquoi je vous l'explique? C'est qu'il y a comme 2 possibilités pour l'analyse des données surtout, qui peuvent être intéressantes par la suite, dans un tableur Google Sheets. OK? Puis comment on fait pour activer le fait que toutes les réponses qu'on va recevoir vont s'en aller dans un tableur Google Sheets? Donc, dans le tableur, ce qui va se produire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle réponse à notre formulaire, il va y avoir une nouvelle ligne qui va s'ajouter automatiquement dans le tableur. Puis, sur la ligne, ça va être toutes les réponses que la personne nous a données. Chaque colonne, c'est une question, puis chaque ligne, c'est chaque répondant. OK? C'est aussi simple que ça. Puis, pour activer ce mode-là, il s'agit d'aller dans l'onglet « Réponses » quand on est dans notre mode construction de formulaire. Puis on vient cliquer sur le petit logo Google Sheets ici avec un plus. Puis ça, dans le fond, ça va nous afficher une fenêtre. Puis par défaut, il y a un nom qui va être donné à notre feuille de calcul qui est le même que notre formulaire, que le nom qu'on a donné à notre formulaire. Sauf qu'en plus, à la fin, entre parenthèses, ça va être écrit « Réponse ». Puis ça va se placer automatiquement dans votre compte Google Drive, dans le même dossier dans lequel vous avez votre formulaire Google que vous êtes en train de préparer. Fait que ça, ce n'est pas obligatoire de fonctionner avec cette façon de faire-là, parce que les réponses, ils se collectent quand même puis ils sont visualisables, consultables, dans l'onglet Réponses du Google Formulaire. Je vais vous montrer tantôt les 2 possibilités. Mais des fois, ça peut être intéressant, si on veut faire un traitement supplémentaire sur toutes les données qu'on reçoit, les avoir brutes dans un tableur, puis on peut même les extraire, les manipuler dans un autre outil. C'est pour ça que je vous mentionne ça. Là. Ça peut être intéressant pour ce genre de manipulation-là. Tu sais, comme moi, j'en ai déjà fait, ouais. Je me demandais pas, après ça, quand j'avais terminé, je faisais comme réponse, puis j'avais écrit que je disais transforme-le en Excel. Il me le fait là, c'est-tu le même principe? Oui, c'est le même principe. C'est juste qu'au lieu de le faire au début, tu le fais après quand ta collecte est terminée. Puis quand tu le fais après, lui, automatiquement, il se dit « OK, je vais tout prendre ce qu'elle a déjà collecté comme réponse, puis je vais les déposer. » Peu importe le moment, ça fonctionne. Ouais. Dans le fond, moi, je voulais juste vous faire prendre connaissance des 2 façons de faire. Ouais. Ouais. Oui, Anaïs. Le nom des répondants est inscrit ou non? Ça, c'est une bonne question. C'est possible.
dans les paramètres de votre formulaire, quand vous allez le créer, il y a une petite case à cocher qui va dire collecter les informations d'identification pour chaque répondant. Fait que si vous voulez avoir les informations sur qui a répondu votre questionnaire ou votre sondage, c'est important avant de lancer la collecte d'aller cocher ça. Maintenant, on serait rendu à l'étape d'envoyer notre formulaire. Donc, on est prêt à faire notre collecte puis à la diffuser, à l'envoyer. Il existe différentes façons possibles d'envoyer notre sondage ou notre formulaire. Dans chacun de ces cas-là, avant de faire l'envoi, moi, je vous recommande toujours de visualiser, prévisualiser votre sondage à l'aide, je reviens dans l'écran de gauche, de l'œil finalement qui est situé en haut. OK? Ça, si vous cliquez là-dessus, ça ouvre un nouvel onglet, puis ça vous met vraiment dans la peau du répondant. C'est comme si vous étiez le répondant, puis que vous étiez en train de compléter le sondage. Fait que moi, j'ai pris l'habitude de toujours faire au moins une fois, compléter tout mon sondage en mode prévisualisation avant de faire mon envoi. Comme ça me permet de le valider en même temps, puis de m'assurer que s'il y a des coquilles, autant des fautes d'orthographe ou l'ordre de mes questions que je veux rechanger. C'est à cette étape-là qu'on le fait avant de faire l'envoi. Parce qu'une fois qu'on a diffusé notre lien, c'est toujours plus critique de venir changer un questionnaire qui est parti et pour lequel il y a déjà des gens qui ont commencé à le compléter. Oui? On peut le compléter en mode donc avoir des réponses et vérifier les trucs. Oui, puis ce que tu vas faire, là, si tu le complètes, puis qu'à la fin, dans le fond, tu pèses sur envoyer, tu n'es pas obligé. Là, tu pourrais dire, ben moi, je ne veux pas que ça rentre dans mon tableur comme étant une vraie réponse parce que c'est juste une pratique que je fais. Appuie pas sur le bouton envoyer à la fin, puis ça ne rentrera pas dans ton tableur. Si tu dis, ben oui, je veux le mettre, ça ne me dérange pas de l'avoir, la première ligne dans mon tableur, je sais que ça va être ma pratique à moi, tu fais envoyer, puis ça va vraiment simuler du début à la fin avec le petit message de confirmation après aussi, quand on fait envoyer, là, il y a un message de confirmation qu'on peut venir configurer ici aussi. Fait qu'ici, dans le fond, là, ce que je voulais vous dire, c'est bon, on prévisualise, c'est important de le faire, ça nous permet de valider notre questionnaire avant de l'envoyer. Quand on est prêt à l'envoyer, 4 possibilités. Soit on l'envoie par email avec un message puis un objet, le email qui va partir automatiquement par le système quand je vais faire envoyer. Ça, c'est la première possibilité. Soit je copie-colle l'adresse URL, le lien qui va mener à mon questionnaire. Par exemple, je pourrais intégrer cette URL-là dans un Mio que je pourrais envoyer à toute ma classe. Ça fonctionne. OK? Ça serait le numéro 2. Je copie l'adresse, puis je viens envoyer un Mio, puis je colle mon adresse dans le Mio. 3. Insérer le formulaire dans un site web. Je l'ai mis à cause que le bip était là. Parce que je sais que, tu sais, site web, ça pourrait éventuellement être un besoin d'intégrer visuellement un formulaire vraiment dans une page web d'une partie du site. Ça se fait. C'est l'option 3. Puis sinon, partager un lien vers le formulaire sur un réseau social, bien là, ça, c'est si vous voulez partager directement sur Facebook, Google+, ou Twitter, un lien. Automatiquement, il va vous demander de vous connecter avec votre compte du réseau social choisi, puis ça va publier l'enquête sur le web, dans votre compte. Possibilité d'imprimer un formulaire, ça m'est demandé à l'occasion, de moins en moins, mais ça arrive encore des fois qu'il y a des gens qui ont besoin d'imprimer le formulaire papier. Donc, c'est sûr que c'est des outils sans papier, mais vous avez la possibilité, toujours avec le bouton des 3 petits points en haut à droite, d'aller sélectionner « Imprimer ». Puis, vous allez pouvoir imprimer papier ou en PDF. Là. Des fois aussi, on peut vouloir une copie PDF de notre formulaire. Ça se passe à cet endroit-là. Est-ce que les personnes qui reçoivent le lien sur le formulaire peuvent l'imprimer et le remplir papier? Ils n'auront pas accès à ce bouton-là en haut à droite. Sauf que ce qui peut être fait, c'est leur dire que s'ils veulent avoir une copie papier avec leur réponse, parce que j'imagine que c'est une fois rempli qui... Non, s'ils veulent le remplir papier. En fait, moi, je le recommande vraiment pas parce que là, c'est de la job de plus qu'on vient de se créer. Dès la minute où on leur dit « Vous avez la possibilité de le remplir papier », ça veut dire qu'il va vous le renvoyer papier. Ça veut dire qu'on a la job de tout retranscrire manuellement les données dans notre... Fait que moi, je vois pas l'avantage de faire ça dans ce contexte-là. Mais tu sais, ça pourrait être fait, là. Mais on perd un peu l'optimisation qu'on a avec l'utilisation de ces outils-là. Créer des copies pour réaliser d'autres formulaires, on en a parlé tout à l'heure avec la question. Donc, vous savez maintenant, c'est disponible à partir d'ici. Créer une copie. Vous avez l'équivalent dans la présentation. Afficher un résumé des réponses. OK? Il y a comme 3 méthodes que je veux vous faire part. La première méthode, c'est pour voir rapidement
combien d'utilisateurs ont rempli votre formulaire, puis voir les réponses pour chaque utilisateur. Tout ça, vous allez voir ça dans l'onglet « Réponses ». OK? Puis vous avez la possibilité de voir soit en résumé, soit en individuel. Puis là, actuellement, pourquoi j'ai 2 réponses dans mon formulaire pour lequel il y a juste une question, c'est que je l'ai prévisualisé 2 fois, puis j'ai fait envoyer les 2 fois, puis j'avais même pas pris de choix, j'ai même pas sélectionné de choix de réponse. Fait que là, ça veut comme rien dire. Mais si je vous montre, par exemple, mon atelier d'avant, l'atelier que je donnais à 8h55, je leur avais préparé un formulaire sur Google Classroom. C'était la thématique de l'atelier. Puis j'avais 20 participants. Fait que je vais vous montrer avec des données réelles de ce matin que j'ai recueillies. C'est plus intéressant. Donc, les 2 onglets, OK, résumé. Si je suis en mode résumé, c'est lui qui est activé. Ça me permet de voir pour la question 1, il y en a 12 sur 20 qui ont eu la bonne réponse à 100 %. C'était une question choix multiple. Il y avait 4 bonnes réponses sur 5 dans les choix multiples. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de verts. Il y a 16, 15, 12, 16. Sauf qu'au total, il y en a 12 qui ont coché les 4. OK? On comprend? Question 2. Fait que ça me donne une vue synthèse. J'ai fait rien, moi, là, pour que ça se génère, ça. Hein, ces diagrammes-là, c'est l'outil qui a tout fait ça pour moi. C'est pour ça que je vous le montre, parce que si vous avez besoin de générer des statistiques par rapport à une collecte de données ou un sondage, cet outil-là est parfait pour ça. On veut, des fois, on a des enquêtes à mener, puis on a un rapport à produire sur une thématique. Ou, je sais, des fois, il y a des enseignants qui ont des dégagements, puis par la suite, la direction leur demande de rendre un peu des comptes par rapport aux dégagements qu'ils ont eus. Bien, il y a des enseignants qui viennent me voir puis qui prennent Google Forms maintenant, là, parce qu'ils n'ont plus à se taper la job de tout compiler les données à la fin, puis tu intègres ça en annexe dans ton formulaire, puis c'est super, là, ça fait... Tu prends des print screens de tes diagrammes pour chaque question, puis ça fonctionne super bien. Là, c'est parce qu'il y a des questions, tu lui avais dit, ça, c'est la bonne réponse, en créant ton formulaire? Oui, ça, je vais y venir, oui, mais oui, c'est à cause de ça. Parce que j'avais transformé certaines questions dans mon formulaire en questions avec une notation, puis j'ai indiqué au système avant de lancer ma collecte, pour cette question-là, c'est cette réponse-là qui est valide. Puis s'ils l'ont, donne-leur tant de points. Oui, ça, c'est tout possible aussi de le faire. On y arrive. Fait que ça, c'est la première vue résumée. Je ne la passe pas au complet. Sinon, on a toujours la possibilité de faire la vue individuelle. Puis c'est ici la vue pour chacun de mes répondants. OK? Je suis capable de naviguer. Là, j'avais 20 personnes qui m'ont rentré la réponse. Je sais que la 3e personne, elle a complété son sondage à 9h13 ce matin. Elle a eu 10 sur 10. La 4e, elle a eu 7 sur 10, elle l'a envoyé aussi à 9h13, etc. Fait que je suis capable de me mettre vraiment dans la peau pour chaque étudiant, puis je vois visuellement qu'est-ce qu'il a coché, qu'est-ce qu'il a eu mal, puis je vois aussi la rétroaction que j'ai donnée, parce que le système permet aussi de donner une rétroaction positive ou négative pour chacune des questions. Fait que ça, c'est super intéressant. Même possibilité d'ajouter des liens vers des références externes. Dans le cas où il y avait une mauvaise réponse, moi, j'ai mis réponse incomplète à cette question-là. Assure-toi de bien choisir toutes les réponses qui sont valides. Voici un lien qui pourra t'aider à trouver les bonnes réponses. Bon, cette question-là, c'était « À quoi sert Google Classroom? » C'était juste pour tâter le pouls dans l'auditoire ce matin. Je voulais voir un peu le niveau avant de commencer l'atelier. Donc, je leur donne tout de suite un lien, puis ils peuvent aller consulter de l'information sur Google Classroom puis venir récupérer des éléments de réponse. Fait que c'est une façon de faire. Fait que voilà, ça va pour cette vue résumée-là, la méthode 1. Si vous voulez, que les répondants aient accès aussi au résumé des réponses, là, pas à chaque réponse pour chaque personne, mais à ce résumé-là, donc les statistiques globales, vous avez la possibilité de venir dans les paramètres ici. Vous allez dire... les participants peuvent, dans la section en bas, voir les graphiques récapitulatifs. Si vous cochez ça, les participants, une fois qu'ils ont envoyé leur réponse, voient les statistiques globales pour tout le reste du groupe qui a complété le sondage. Fait que ça peut être intéressant dans certains cas. Fait que c'est ça. Puis on a aussi la possibilité ici de permettre aux répondants de modifier leur réponse après l'envoi. Fait que tu sais, s'ils disent « Ah, je me suis trompé », on en a parlé, je pense, tout à l'heure au début. Ils peuvent venir modifier, mais il faut cocher ici préalablement pour leur permettre ça. OK? Donc, ça, c'était la méthode 1. La deuxième méthode, on en a parlé tout à l'heure, c'est le tableur. Donc, créer une feuille de calcul. Je vais y aller avec mon exemple de ce matin encore, étant donné que c'est des données récentes et qui sont valides. Là. Si je voudrais
travailler plus avec le tableur Google Sheets, je m'en viens dans mon onglet Réponses, comme c'est le cas, je suis déjà là, puis je clique sur Créer une feuille de calcul. Là, j'obtiens cette fenêtre-là qui me dit « Sélectionne la destination des réponses ». Donc, je vais dire, par défaut, ça donne le même nom que mon questionnaire, puis entre parenthèses, ses réponses. Ça me convient, je fais créer, c'est tout. Et le système m'ouvre un tableur, puis comme je vous disais, première colonne, c'est la date, l'heure que les répondants ont soumis leur tentative. Deuxième colonne, c'est leur note pour chacun, 3 sur 10, 10, 10, 7, etc. Puis pour chacune des 5 questions, j'ai la réponse pour chaque ligne, c'est une personne qui a répondu. Fait que ça, c'est une deuxième méthode pour voir le résumé de mes réponses. Et la troisième méthode, c'est plus pour informatique, si on a des traitements à faire par la suite, c'est télécharger un fichier CSV. Fait que s'il y en a qui sont à l'aise avec les fichiers CSV, sachez que c'est possible de télécharger une copie des réponses en format fichier CSV en allant toujours sur le bouton des 3 petits picots, télécharger les réponses CSV. Je pense que ça fait le tour. Gérer les réponses, en fait, ça fait partie des paramètres globaux de votre formulaire. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur ça. Je vous laisse de toute façon l'information dans cette diapositive-là parce que je préfère qu'on prenne le temps de se pratiquer puis d'en faire un. Puis je vois que le temps file, on a jusqu'à -5, fait qu'il nous reste comme 20 minutes. Dernière chose avant de vous laisser aller puis que vous puissiez chacun créer votre premier formulaire. Je veux juste vous dire, s'il y en a que ça leur tente de faire un questionnaire avec rétroaction puis avec une notation là, dans notre exercice, comment on fait pour transformer un sondage en questionnaire? C'est ici que ça se passe. Quand on est dans les paramètres, je suis sur l'écran de gauche, on va dans l'onglet questionnaire. Puis ça, on peut le faire au début, là, avant de commencer à inscrire nos questions. Puis on va juste activer la fonction convertir en questionnaire en appuyant une fois sur l'option. Puis, on a différentes options du questionnaire que je vous laisse regarder si ça vous intéresse tout à l'heure pendant l'exercice. On fait enregistrer, c'est ça qui est important. Et là, si je suis dans mon mode question, pour chaque question, j'ai une clé de correction qui apparaît. Puis, je suis capable de venir dire combien de points je veux donner pour cette question-là. Puis, si j'aurais écrit plusieurs choix de réponses, je serais capable de venir dire c'est cette réponse-là la bonne. Là, j'en ai juste une, fait que par défaut, c'est elle qui va être la bonne. Hein? Puis, je peux ajouter mes commentaires automatiques de rétroaction autant pour les réponses incorrectes que pour les bonnes réponses. C'est ici que ça se passe. Fait que ça, je vais vous laisser expérimenter pour ceux et celles que ça intéresse, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui vont utiliser ça, mais je vais être là dans les prochaines minutes pour vous aider s'il y en a qui veulent tester ça. J'aimerais ça terminer en vous parlant, je manque un peu de temps là, pour vous parler des modules complémentaires, mais je veux quand même juste vous résumer en gros à quoi ça sert, puis de toute façon, l'information, elle est toute dans ma présentation que j'ai mis disponible dans le Moodle, la journée pédagogique pour l'atelier 2.1. Fait que je vous le laisse en référence. Qu'est-ce que c'est les modules complémentaires? Ça permet d'automatiser Google Formulaire de 2 façons. Soit en ajoutant des modules complémentaires dans Google Forms, fait que c'est le petit logo mauve, c'est l'outil qu'on a expérimenté aujourd'hui ensemble, ou il existe aussi d'autres modules complémentaires qui se greffent à Google Sheets, qui est le tableur dans lequel on avait nos réponses qui entrent au fur et à mesure qu'on a des répondants qui les complètent. Comment on fait pour installer des modules complémentaires? À partir de l'interface de Google Forms en mauve, ça c'est Google Sheets ici, mais c'est pas mal l'équivalent, on va se rendre sur la pièce de casse-tête en haut, puis là, moi j'en ai une liste que j'ai déjà installée. Vous, normalement, vous ne devriez pas en avoir si vous n'avez jamais essayé, mais c'est par là qu'on va être capable d'utiliser nos modules complémentaires puis d'en ajouter des nouveaux. Qu'est-ce que ça mange en hiver des modules complémentaires? Je vous ai sorti mes 9 préférés pour Google Forms. Je les ai listés dans le document. Puis pour chacun des modules complémentaires, je vous ai mis une description très sommaire de qu'est-ce qu'il permet de faire. Puis si vous voulez l'essayer, vous voulez plus d'informations, faites juste cliquer sur la bulle mauve, puis ça va vous ouvrir le module complémentaire dans le magasin d'applications Google. Vous êtes prêt à l'ajouter puis à l'utiliser par la suite. Fait qu'exemple, Form Notifications, lui, il permet de paramétrer l'envoi automatique d'un courriel au répondant une fois qu'il complète un formulaire. Il permet aussi de paramétrer la réception automatique d'un courriel à soi-même lorsqu'un formulaire a été complété. Fait que des modules complémentaires, c'est des petits bouts de casse-tête qu'on ajoute. C'est pour ça que c'est représenté par une pièce de casse-tête d'ailleurs dans l'interface de Google Forms. Chaque module complémentaire est comme une pièce de casse-tête qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités à notre outil Google Formulaire dans notre compte à nous.
Donc, on installe un module complémentaire, ça vient en lien avec notre compte du Cégep à nous, puis il y a juste nous qui avons accès à ce module complémentaire-là. On l'installe une fois, il est disponible pour tout le temps, tant aussi longtemps qu'on ne le désinstalle pas. Choice Eliminator 2. Ça, tantôt, je parlais à... c'est Katia. C'était Katia, hein, pour les noms qui... Non, c'était Nadine. Les noms qui disparaissent de la liste. Tu avais ton exemple d'étudiant. Tu veux l'envoyer à... Mettons, tu as un groupe, tu as 10 étudiants. Première question, choisissez votre nom, prénom dans la liste déroulante au lieu de leur faire saisir le nom, prénom. Ce serait toi, l'enseignante, qui les aurait toutes écrits dans une liste déroulante. Bien, avec le module complémentaire Choice Eliminator 2, c'est possible de faire éliminer le nom de la liste à chaque fois que l'étudiant vient de sélectionner son nom puis qu'il a complété le formulaire. Il va disparaître de sorte que le prochain étudiant qui va rentrer dans le formulaire, il ne verra plus le nom de cet étudiant-là qu'il a déjà complété. C'est à ça que ça sert principalement. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer le seuil pour que, après tant de réponses que j'ai reçues, je bloque le formulaire, par exemple. Ça permet de faire ça aussi. Form Limiter. Non, le blocage, c'est pas vrai ce que je viens de vous dire, c'est le prochain. Form Limiter, il va vous permettre de limiter après un certain nombre de réponses. Il va bloquer l'acceptation de nouvelles réponses dans le formulaire. Vous pourriez aussi avoir une limite de temps au lieu d'une limite de nombre de répondants. Après telle date, telle heure, je ne veux plus que le formulaire soit disponible. Fait qu'au lieu d'aller manuellement le fermer, vous pouvez configurer pour que ça se fasse automatiquement par le système. C'est le module complémentaire Form Limiter qui permet de faire ça. Donc, je ne les passerai pas tous parce qu'il y en a 9. Vous comprenez l'idée, c'est juste que si vous avez des besoins plus précis qui ne peuvent pas être répondus à la base par Google Forms avec ces fonctionnalités de base qu'on a parlé depuis le début de l'atelier, mais sachez qu'il existe probablement un module complémentaire qui permet de faire ce que vous avez besoin de faire. Puis là, il faut juste savoir c'est lequel. C'est pour ça que je vous ai mis les 9 les plus utilisés, si on peut dire ainsi. Puis c'est ceux-là qui sont le plus demandés de la part des enseignants au cégep puis des utilisateurs là, globalement au collège. C'est pour ça que je vous ai mis cette compilation-là. Dans tous les cas, s'il y en a un qui vous intéresse, comme je disais, vous allez sur la diapositive du module en question, vous cliquez sur la bulle mauve, plus d'informations, puis ça vous ouvre automatiquement le module, puis il vous reste juste à appuyer sur le bouton aussi « Installer ». Là, moi, il est déjà installé, fait qu'il apparaît le mot vert « Installer », mais vous feriez « Ajouter ». Puis, vous faites « Oui », il y a une petite confirmation, puis automatiquement, il va être disponible par la suite, puis il va être accessible quand vous allez être dans Forme, sur l'écran de gauche. Ici, dans le menu, la petite pièce de casse-tête, il va être là, prêt à être utilisé. OK? Fait que ça, c'est pour les modules complémentaires. Je ne les passe pas tous les autres, mais l'information est là. Je vais vous laisser les regarder. Il existe des possibilités vraiment intéressantes avec les modules complémentaires. Il s'agit de prendre le temps de les explorer. En conclusion, je vous donne accès à des ressources complémentaires à notre atelier. Le centre de formation G Suite, c'est un centre de formation virtuel gratuit en ligne qui donne de l'information sur chacun des outils inclus dans la grande famille d'outils Google. Fait que vous pouvez cliquer dessus. C'est tous des liens, ce que je vous ai mis. Puis moi, je vous recommande d'ajouter ça dans vos favoris. Si vous avez une question, par exemple, sur Google Forms qu'on a regardé aujourd'hui ensemble, on a juste regardé cet outil-là ce matin, mais il existe les autres outils. Bien, vous cliquez sur l'outil de votre choix, puis vous êtes amené dans un centre en ligne avec de la documentation vraiment bien faite en français, pas traduit automatiquement. Là, c'est vraiment bien. Ensuite de ça, j'ai mis une liste d'applications puis des extensions Google Chrome intéressantes que j'ai créées, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller plus loin. Puis, il y a les modules de formation interactifs aussi pour tous les outils G Suite qui vous permettent d'avoir accès à un point d'interrogation de couleur ici, comme dans l'écran de gauche, en haut à droite à côté de mon visage. Actuellement, vous n'avez probablement pas ça. Y en a-tu qui l'ont? Levez donc la main, je suis quand même curieux. Ça veut dire que c'est ceux-là qui lisent les communiqués que j'envoie et je trouve ça le fun. Ceux-là qui ne l'ont pas, c'est soit que vous êtes arrivé après ou que vous n'avez pas lu le message que j'ai envoyé à cet effet-là au début du trimestre d'automne. Donc, ça vous explique la marche à suivre pour installer ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, vous avez accès au module de formation